Mes invités se sont imposés dans le secteur de la tech et elles peuvent inspirer de nouvelles vocations. Il s'agit de Pauline Lahari, fondatrice de MyCV Factory, start-up spécialisée dans les outils de candidature, start-up lancée en 2014 alors que vous étiez encore étudiante et expatriée à Shanghai. Et aujourd'hui, vous êtes entourée d'une soixantaine de développeurs, de freelance. Absolument. Voilà, et vous gérez ensemble le développement de MyCV Factory, lancement, je crois, prochain d'un nouvel outil autour de la construction du CV. Vous êtes également auteur d'ouvrages sur l'entrepreneuriat et la candidature. À vos côtés, Céline Morange, technicienne système, réseau, data center chez Aquaray. Aquaray, c'est un hébergeur web, un hébergeur cloud en fait, ça. Qui est spécialisé dans la gestion d'infrastructures sous Linux et logiciels libres. Céline Morange, vous avez également fondé l'association Team Récup. Voilà, dont la mission est de récupérer des matériels qui sont abandonnés par les entreprises qu'elles jugent obsolètes ou qu'elles ne peuvent plus utiliser pour les redistribuer auprès d'associations et des particuliers. Et vous possédez aussi une large communauté sur Twitter qui vous suit, avec qui vous parlez de votre métier et aussi de votre passion sur le rétro-informatique. Alors, je voulais déjà vous faire réagir à l'information du jour. C'est la journée des droits des femmes internationale, journée internationale. L'info du jour, c'est 15 Tech, que vous connaissez sans doute, qui lance officiellement le Gender Score. Alors, c'est un outil de mesure d'inclusion en entreprise. C'est un test gratuit, en fait, un petit questionnaire qu'on remplit en 10-15 minutes pour aider les entreprises à déterminer où elles en sont sur, justement, l'inclusion et la mixité. Il y a 4 critères qui permettent de voir à quel stade en est l'entreprise, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'égalité salariale, le parcours professionnel équitable et les actions menées en entreprise sur la diversité. Alors, il y a déjà des annonces de premières entreprises qui ont dit qu'elles allaient l'utiliser, on les croit sur parole. Mais moi, ce qui m'interrogeait, c'est que ce questionnaire a été conçu en réponse à la grande démission des femmes dans la tech. Est-ce que vous constatez également qu'il y a une grande démission des femmes aujourd'hui dans ce secteur ? Eh ben, c'est clair que j'avais lu justement une étude là-dessus, qu'une femme sur 2 démissionne dans la tech après 8 ans de loyaux services à cause de biais dans leur processus de recrutement. Pour ces raisons-là, pour une mauvaise intégration de cette mixité. La discrimination, l'inégalité salariale et aussi l'équilibre vie pro-vie perso qui n'est pas tenable sur du long terme en fait. Donc voilà, ça pose question. Effectivement, un gender score... pourquoi pas en fait si on va dans le bon sens, si derrière il y aura donc des actions positives qui vont faire en sorte que les femmes pourront rester sur du long terme, c'est très bien, et si ça promeut l'égalité salariale, tant mieux. Maintenant voilà, il ne faut pas qu'on tombe dans la dérive qui puisse être que du coup on va recruter des femmes parce que on veut des femmes, même si pour avoir un bon score. Exactement, pour avoir un bon score. Votre réaction là-dessus sur la grande démission des femmes dans la tech, est-ce que vous constatez ça aussi ? C'est difficile de tenir longtemps dans le secteur quand on est une femme ? Ça peut être parfois compliqué, effectivement, parce que les inégalités, parce que le sentiment général du travail par rapport à un homme, ça peut être très différent. Moi, je ne le ressens pas particulièrement personnellement, mais après, je rejoins ce qu'elle a dit, c'est qu'après, ce genre de score qu'on peut avoir, ça peut dévier sur il faut avoir 50% de femmes, et on va recruter des femmes parce que c'est des femmes et pas parce que c'est les compétences, et c'est le genre de dérive où il ne faut pas tomber dedans. Oui, alors quand même, les critères qui sont donnés, c'est pas juste un score sur la mixité, c'est vraiment justement sur comment on fait en sorte de particulièrement bien intégrer cette mixité. C'est un peu plus sensible, mais c'est vrai que c'est plutôt des entreprises a priori qui sont déjà engagées dans ce processus qui vont se prêter au jeu. Vous avez cité des chiffres, il y a 25% de femmes aujourd'hui dans le secteur de la tech. Ouais. On s'en félicite ou pas ? On aimerait que ce soit plus, c'est sûr. Maintenant, c'est ce que je disais à Cécile tout à l'heure en aparté, c'est que nous, on travaille avec beaucoup d'écoles d'informatique, du numérique, et en fait, il y a assez peu de femmes. Et d'ailleurs, Cécile pourra rebondir, elle était la seule femme de son école, donc de sa classe. Et alors, vous sortez à peine finalement du... Je suis encore en études en plus. Et ben alors voilà, donc vous n'en êtes même pas sorti. Donc vous allez pouvoir nous partager votre sentiment sur la façon dont aujourd'hui l'éducation nationale fait la promotion de ces métiers de l'informatique. Elle le fait pas. D'accord. On a vu des choses avancées quand même. Il y a des passeports numériques, il y a quelques petits examens. Il y a le concours PIX aussi qui permet d'évaluer ses aptitudes avec l'informatique.
Bon, pour vous, vous dites non, tout ça c'est rien? Il y a déjà le nouveau programme de lycée où ils ont intégré la NSI, donc c'est tout ce qui est sciences du numérique et de l'information. Oui. Mais pour moi, le plus important, c'est d'éduquer des petits, au collège du moins, d'éduquer au métier de l'informatique, qu'est-ce qu'ils sont réellement, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas la technique ne sait pas qu'est-ce que c'est le métier de l'informatique, qu'est-ce que c'est un métier de réseau, de technicien système, de développeur. Personne ne sait ça à part si on est dans le métier. Et en fait, le but pour moi, c'est ce qui serait bien, c'est que dès le collège, on apprend, on forme à ces métiers, quels sont réellement ces métiers-là. Comment vous l'avez découvert, vous, justement, ce métier? Alors moi, je suis tombée dedans avec les jeux vidéo. Je suis tombée dans le métier et puis j'ai appris à monter des serveurs de jeux vidéo toute seule. Et puis petit à petit, c'est devenu ma passion et je suis tombée dedans. Et ça, dans le secteur du jeu vidéo, parfois aussi on raconte qu'on a des problèmes quand on est une femme, qu'on veut jouer au sein d'équipes, on se masque sous des pseudos masculins. C'est vrai, mais moi je pense que le mieux à faire, c'est s'affirmer et se montrer qu'en tant que femme et assumer qu'on est femme, quoi. Il n'y a pas besoin de se cacher, il ne faut pas se cacher surtout. On a aussi un problème de plafond de verre, hein. Il n'y a pas que dans la tech d'ailleurs, ça s'est un petit peu généralisé. Peu de femmes finalement accèdent au poste de direction. Oui, c'est un souci. Ça, vous qui proposez des outils justement de candidature, vous avez beaucoup de candidates qui demandent à rentrer dans ce secteur de la tech? En fait, tout est une question de posture. C'est-à-dire, et d'ailleurs Cécile le dit, et c'est la nouvelle génération qui le dit, c'est une question de s'assumer pleinement. Aujourd'hui, on a des femmes qui n'osent pas postuler pour un poste de directrice à un haut poste dans une grande boîte du CAC 40 parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas le niveau, ou voilà, elles vont se sous-estimer un peu. Et nous, toutes les candidates, et candidats d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des hommes, des garçons qui se sous-estiment aussi, c'est de toujours retravailler la posture, l'estime de soi, se dire qu'en fait rien ne peut nous arrêter, il faut une ambition. Et vous savez, aujourd'hui, je trouve que l'ambition a été est aujourd'hui mal perçue. Aujourd'hui, la mode des générations qui arrivent, hein, qui ont 27 ans, 30 ans, la mode n'est plus aux professionnels. C'est je prends une année pour moi, une année sabbatique pour voyager, pour traverser l'Atlantique, pour faire ci, pour faire ça. Et on ne pense plus tellement en fait à la carrière professionnelle. Et je trouve que ça, du coup, ça enlève le mot ambition, carrière professionnelle des cerveaux des nouveaux jeunes. Alors, bon, c'est bien, ils profitent, mais derrière, qu'est-ce que ça va devenir, en fait? Quel genre de salarié ça fera? Peut-être que d'ailleurs, ce ne seront plus des salariés, qu'on arrive vraiment sur le modèle des freelances. Et donc, voilà, ce côté ambition... Vous savez dire qui on va retrouver au poste décisionnel, finalement. Exactement, qui on va retrouver sur ces postes-là. Voilà, nous, en tout cas, sur les candidats et candidates qu'on accompagne, on travaille sur cette posture, sur cette ambition qu'il faut continuer quand même d'avoir... pour assurer aussi sa vie future, pouvoir s'épanouir aussi pleinement au travail et chez soi. Quand vous disiez qu'on connaît mal finalement les métiers du numérique, où on le découvre un peu comme ça sur le tas, c'est le cas dans plein de secteurs finalement. L'école est peu en prise avec le marché professionnel, mais comme ça, de l'extérieur, on se dit quand même c'est un secteur où il y a énormément de débouchés. Est-ce que vous confirmez, c'est très facile de trouver un job aujourd'hui dans la tech? Du moment qu'on est motivé et qu'on a envie d'apprendre et de continuer à apprendre même après les études, c'est facile à trouver un métier dans l'informatique. Plus facile que vos amis IS et IES qui vont chercher dans d'autres secteurs? Ça dépend après quel métier exactement, mais globalement l'informatique ça recrute plutôt pas mal. Et avec un salaire aussi plus intéressant peut-être? Aussi, oui. D'accord, donc c'est plutôt encourageant. Est-ce que vous menez, vous, des missions? Je disais que sur Twitter, vous étiez plutôt friande de partage sur votre activité de ça. Est-ce que vous menez des actions peut-être auprès de jeunes au collège? Est-ce que vous allez les voir, leur parler? J'ai déjà fait des conférences pour l'association ProLogin, où ils accueillent des filles entre 14 et 18 ans pour faire un stage de code. Donc apprendre à développer. Et donc du coup, j'ai présenté un petit peu le métier plus côté technique avec comment fonctionne un data center, les serveurs, plus le côté technique par rapport au dev. Et c'est une expérience franchement pas mal. Et justement, quelles questions elle vous pose? Généralement, comment ça va? Quoi les grandes interrogations? Comment se passe ma journée? Est-ce qu'un data center ça fait du bruit? Que des questions Mais en fait, on ne sait pas tant qu'on n'est jamais allé dans un data center. On sait pas. Et elle ne pose pas la question justement du relationnel, de comment ça se passe quand on est une fille? Étonnamment, non. Okay. Ils n'ont jamais posé ce genre de questions. Donc ça veut dire que les choses sont plutôt bien parties, je dirais, sur la prochaine génération. C'est compliqué de proposer justement des profils féminins à des entreprises qui veulent travailler sur la mixité? Très compliqué, surtout dans la tech. Cybersécurité. Parce qu'on en manque. Parce qu'on en manque.
Aujourd'hui, la semaine dernière, je discutais avec une grande entreprise du CAC 40 qui s'est donné pour mission la parité homme-femme d'ici à 2050. Mais elle me dit, mais elles sont où les femmes aujourd'hui ? Moi, je ne les trouve pas. En fait, j'aimerais bien les embaucher, mais je ne les trouve pas. Et donc, ça rejoint vraiment tout ce côté orientation dont parlait Cécile, où c'est important de se dire que si on vise la parité à 2050, ça veut dire que dès maintenant, il faut une parité rapide dans les écoles aussi. Et derrière, bien sûr, ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Et puis, il faut que les filles aient développé les mêmes compétences que les garçons dans ce domaine. Est-ce qu'on a encore un décalage là-dessus ? Intéressant, je sais pas. Au niveau des écoles, non, je pense pas. Ouais. Ça reste l'école. Ouais, complètement. Je lisais une étude hier où il disait qu'en fait, donc 33% des parents encouragent leurs enfants à faire des études dans le numérique, leurs enfants filles, contre 61% pour les garçons. Et alors que 56% des filles disent être intéressées par les métiers du numérique. Donc il y a aussi cette idée, donc il y en a qui encouragent bien sûr, mais il y a aussi des filles qui se disent, bon je suis intéressée, mais est-ce que j'ai envie d'être la seule fille pendant des années à l'école, pendant des années de carrière, toute seule ? Ça peut aussi effrayer plus d'une. Ça peut effrayer, ça peut sembler austère par rapport à d'autres métiers qui peuvent avoir l'air peut-être un peu plus fun. Est-ce que vous, dans votre famille, on vous a encouragé ? Moi, mes parents m'ont totalement soutenue dès le début. C'est ça. C'était bien. Oui, ils savaient que vous étiez convaincus, j'ai l'impression. C'est ça. Le chemin était tracé. Oui, il y en a qui savent aussi ce qu'elles veulent tout de suite. Hein. Et je le suis très tôt, tu vois, je le suis à 14-15 ans, quoi, donc je voulais faire l'informatique. C'est pas quelqu'un qui vous a inspiré en particulier ? Non, c'est vraiment, je suis tombée dedans par hasard et puis c'est devenu ma passion. Ouais. Est-ce que c'est un avantage aujourd'hui d'être une femme, puisque on en cherche, on a un besoin de mixité, on apporte une différence. Est-ce que vous le sentez toutes les deux comme étant un avantage ? Alors je n'irais pas dire jusqu'à avantage, mais je sais que certaines filles avec qui j'ai discuté disent c'est marrant parce que j'apporte un autre point de vue par rapport à l'équipe tech qui est composée que d'hommes. Et c'est un truc que j'entends assez souvent que être une fille, c'est à penser différemment que les hommes et parfois ça peut amener un autre angle de vue sur un sujet, un problème. Je l'entends assez souvent, ce genre de... Donc vous pouvez peut-être être plus écouté parfois sur certaines questions. C'est ça. Ou au moins poser un autre avis différent ou un autre angle de vue par rapport à l'équipe technique. Complètement. Moi, en tout cas, j'ai jamais subi d'inégalité dans tous mes projets. Donc est-ce un avantage ? Ça peut. Typiquement, moi je suis en phase de lever des fonds. C'est plutôt un avantage aujourd'hui parce que les investisseurs recherchent des femmes dans la tech pour investir. Maintenant, moi, j'aimerais quand même revenir sur cette histoire de dérive. J'ai pas envie qu'on me donne de l'argent, donc de lever des fonds en me disant ils vont me les donner parce que je suis une femme et non pas parce qu'ils croient en mon projet, parce que j'ai des compétences, etc. Je pense que quand il s'agit d'argent, au final, on en vient à des faits, non ? Complètement. C'est un tout et je pense que ça peut être un avantage. Maintenant, il y a aussi... moi, j'avais tenté de lever des fonds quand j'étais enceinte de 6 mois. C'est pas possible aujourd'hui. On m'a fait comprendre que c'était pas forcément le bon moment. Après tout, pourquoi pas ? Je veux dire, on est enceinte, on est sur d'autres projets, c'est peut-être effectivement pas le moment. Voilà, maintenant, moi, Mais si vous sentiez que c'était le moment... Effectivement, en reparlant, c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas compte de l'arrivée d'un bébé, ce que ça peut aussi chambouler. Et c'est vrai que lever des fonds dans un environnement comme celui-ci personnel, un petit peu quand même particulier, ça peut en effet être un peu complexe. Donc voilà, il y a aussi des moments de vie dans la vie de femme qui ne sont pas toujours opportuns à des projets, des grands projets, quoi. Alors, un avantage, mais pas forcément. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez partager avec nous sur comment faire la différence pour obtenir un poste dans la tech aujourd'hui ? Montrer sa motivation, montrer qu'on a envie d'être dans la tech et s'assumer pleinement en tant que je suis une femme, j'ai envie de faire la tech, je suis là, simplement. Et montrer par la preuve des projets. Je suis sûre que Cécile a beaucoup de projets en cours qui prouvent en fait sa compétence aussi. En tout cas, aujourd'hui, les candidates, dans quel que soit le métier qu'elles vont choisir, doivent prouver quand même la compétence qu'elles avancent. Et sur les réseaux sociaux, vous êtes suivi que par des jeunes filles ou c'est Il y a de tout, il y a vraiment divers. de tout. C'est une communauté très variée, mais j'ai rencontré des filles pareil comme ça qui sont venues me voir en mode c'est cool, tu fais de la tech, comment ça se passe, j'aimerais aussi, ça m'inspire et c'est cool, j'en ai inspiré quelques-unes comme ça grâce à mon partage sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est hyper intéressant. Petite fierté. C'est hyper intéressant d'avoir finalement une influenceuse dans la tech qui va en inspirer d'autres. C'est hyper bien.
Ah bah oui, c'est un travail énorme que vous faites. Vous avez lancé votre propre... D'ailleurs, j'ai dit que vous étiez encore étudiante au moment où vous êtes lancée de ça. Peut-être que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, les difficultés que vous avez rencontrées et qu'est-ce qui vous a permis de devenir finalement aujourd'hui une chef d'entreprise. Complètement, et d'ailleurs c'est intéressant parce que j'ai créé MyCV Factory pour m'employer au démarrage. Parce que moi j'ai toujours voulu habiter à l'étranger, j'ai rencontré mon mari à Shanghai et il a été expatrié ensuite à Pékin. Et en fait l'idée pour moi c'était comme j'avais pas forcément trouvé de travail qui me plaisait, je me suis dit bah tiens je vais monter ma structure, je vais pouvoir le suivre partout où on ira parce que notre projet c'était de déménager tous les 3 ans. Et donc je vais pouvoir m'adapter comme ça et être autonome, etc. Donc en fait le projet s'est lancé comme ça. J'ai créé MyCV Factory de Pékin et puis on a vécu 3 ans là-bas, on est revenu en France ensuite. Il se trouve qu'on a eu 2 enfants après, donc on est resté quand même un peu plus longtemps à Suresnes que 3 ans. Mais voilà, l'idée au démarrage, c'est quand même aussi pour satisfaire un besoin de vie perso, vie pro. D'entrée de jeu qui a fait naître MyCV Factory. Et aujourd'hui encore, MyCV Factory, c'est aussi une entreprise qui est en croissance, qui se passe bien, qui marche bien, mais qui permet un équilibre vie pro et vie perso. Et c'est aussi pour ça, je pense, que ça tient sur le long terme. C'est parce que c'est une harmonie, c'est un tout aussi qui fait que ça fonctionne. Et vous avez beaucoup de femmes dans votre entreprise? Alors, on n'a que des femmes. D'accord. Honnêtement, c'est un hasard. C'est un hasard complet. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a 7 personnes qui travaillent avec moi au quotidien. Ce sont 7 femmes qui ont fait le choix d'une vie justement en équilibre vie pro, vie perso. Elles ne travaillent pas le mercredi, elles finissent à 16h. Il y a plein d'avantages finalement à travailler pour son compte aussi avec MyCV Factory. Après, notre équipe tech, on a 2 femmes qui gèrent le projet tech et par contre les développeurs sont des hommes. Voilà la faille quand même dans le système. Mais les deux gestionnaires de projet, product owner et vraiment la chef de projet tech, ce sont 2 femmes. Et au niveau des études, donc on disait collège, lycée, il ne se passe pas grand-chose autour de l'informatique. En tout cas, ce n'est pas suffisant pour créer des vocations. Après, quand on passe après le bac, est-ce que là, les jeunes filles sont les bienvenues? Alors, bien sûr, elles sont les bienvenues. Le problème, c'est qu'elles ne viennent pas parce qu'elles ne savent déjà pas que les formations existent, pour commencer. Puis, je pense qu'il y a aussi un effet de est-ce que j'ai ma place dans cette formation un exemple typique, c'est je vais faire les portes ouvertes, je vais voir les salons de l'informatique. Oui. Il n'y a que des hommes qui présentent. Alors, est-ce que finalement, je suis la bienvenue avec une armée d'hommes qui sont en train de me présenter de l'informatique Et quand on est encore adolescente et qu'on n'ose pas forcément pousser les portes, c'est pas évident. Ça fait peur. Ouais. Je comprends que ça fait peur, clairement. Mais après, bien sûr, les femmes sont bienvenues dans l'informatique. Moi, ma scolarité s'est toujours super bien passée. J'ai jamais eu d'ennui. Les hommes m'ont toujours aussi bien accueilli. Puis voilà. Et votre avis sur les quotas alors? Parce que je vous ai entendu dire attention, il y a des dérives, il ne faut pas s'imposer de prendre des femmes. Donc pour vous, c'est pas un bon outil, ça, aujourd'hui, pour moi, augmenter la présence féminine? Les quotas, pour moi, c'est une très très mauvaise idée pour moi. C'est prendre des femmes parce qu'elles sont femmes. Et justement, c'est faire l'effet complètement inverse de finalement, je prends une femme parce que c'est une femme. Et pas forcément parce qu'elle est compétente, et du coup la femme va dire ouais mais en fait ils s'en foutent de mes compétences, je suis une femme et c'est tout. Et en fait ça va faire complètement à terme l'effet inverse de ce qu'on voudrait en fait finalement, je pense. Ouais, donc c'est pas un bon levier. Je partage cet avis. En fait, un quota empêche un recrutement bienveillant de se passer. Enfin, je voudrais pas qu'on me choisisse juste parce que je suis une femme, effectivement. Donc pour vous, c'est pas le bon levier. Le bon levier, c'est de commencer très tôt à générer des vocations. Exactement. Eh bien, vous faites partie de ces femmes inspirantes qui peuvent y arriver. Donc, merci beaucoup, Pauline Lahari, fondatrice de MyCV Factory, et Cécile Morange, technicienne système réseau data center chez Aquarem. Merci pour vos témoignages. J'espère que ça aura inspiré plein de jeunes filles aujourd'hui. On se retrouve juste après la pause dans Smart Tech. On va parler du numérique, c'est politique, et peut-être de la fin d'un Internet qu'on a connu jusqu'ici.